Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Afrique Libre TV. Bienvenue dans On dit tout. Aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était déployée. Ce sont les propos du président Emmanuel Macron, le président français. Or, nous savons tous que la France a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye, avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. Et ils sont avec moi sur ce plateau les analystes spécialistes du Sahel pour décortiquer ces propos du président Emmanuel Macron. Plus aujourd'hui, derrière ces propos, qu'est-ce qui se cache derrière ces propos? Amen Segla, bonsoir. Bonsoir Gérald. Merci pour votre disponibilité à Afrique Libre TV. C'est moi qui vous remercie. Également Yannick Kwame, analyse spécialiste du Sahel. Bonsoir Yannick Kwame. Bonsoir Gérald, bonsoir Afrique Libre TV. Ça peut aller tranquille, ça va. Voilà, nous allons démarrer avec Amen Segla sur le cas de la Libye, puisque Emmanuel Macron qui vient quand même de nous faire savoir qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était déployée. Et or, nous savons tous que la France a contribué à la déstabilisation de certains pays africains, notamment la Libye, et le cas de la Libye où la France a joué un grand rôle dans le chaos. Oui, vraiment, parce qu'à un moment donné, avec Emmanuel Macron, la France multiplie ses erreurs et précipite sa chute. Et comme tu viens de l'évoquer tout à l'heure, si nous prenons le cas de la Libye, c'était encore vivre dans le mémoire des Africains. Voilà. Parce que à l'époque, le Jean-Ping était le président de la commission à l'époque. Et pour intervenir militairement, en fait, ce n'était pas une opération militaire que l'Union africaine envisageait. Parce que avec la manipulation des médias occidentaux, et ces médias-là ont fait savoir à l'opinion nationale et internationale que le guide libyen, Muammar Kadhafi, martyrisait sa population, sa propre population. Or, quand vous prenez la population libyenne, je ne vois pas quel peuple d'un autre pays africain peut rivaliser en matière de développement ou bien en matière d'indices sur le plan d'aisance ou bien en fait tout ce que un peuple peut avoir pour se sentir bien à l'aise. Je ne vois pas quel autre peuple peut rivaliser le peuple libyen. Mais avec la communication, la manipulation dont les médias occidentaux ont fait preuve, ils ont fait croire à l'opinion nationale et internationale que le guide libyen martyrisait sa population parce que les Libyens demandaient la démocratie et le droit de l'homme. Donc, pour protéger cette population, Jean-Ping, il était le président de la commission de l'Union africaine à l'époque. Donc, il avait demandé une intervention humanitaire, c'est-à-dire aider la population, une protection en fait. Mais comme les pays occidentaux, pour ne pas dire l'organisation des traités de l'Atlantique Nord-OTAN, c'est-à-dire avec la France, ils sont passés à l'ONU pour demander la prise de cette résolution, de la fameuse résolution 1973, qui demande à une intervention internationale au cas où un pays est en danger. Donc cette intervention a eu lieu et puis le dégât est là et nous déplorons tout ça aujourd'hui. Maintenant, les gens vont se poser la question, pourquoi nous faisons un lien avec ce qui s'est passé? Parce qu'à l'époque, beaucoup de pays africains étaient réticents par rapport à cette intervention-là. Mais comme la France a toujours l'habitude de mettre pression sur les chefs d'État, elle a fait cette pression et puis l'intervention a eu lieu. Et Jean-Ping, à l'époque, qui était le président de la commission, il y a certains chefs d'État qui l'ont interpellé par rapport à cette décision parce qu'à la fin, il va falloir que c'est le président de la commission qui doit donner son OK final après consultation des autres chefs d'État. Mais du moment où il y a réticence, au lieu que le président de la commission, Jean-Ping, dit ça aux pays occidentaux, que c'est comme ça, il y a une réticence au niveau des présidents africains par rapport à cette intervention. Il va falloir de nous laisser la main libre pour gérer le conflit là entre nous, Africains. Bon, il a laissé le boulevard aux pays occidentaux d'intervenir militairement et les dégâts aujourd'hui, nous la payons tous en Afrique aujourd'hui par rapport à la propagation même du terrorisme dans le Sahel qui touche aujourd'hui les pays côtiers aussi. Donc pour le cas de Jean-Ping qui avait à l'époque accepté cette intervention, on sait très bien en 2016 lorsqu'il est parti en l'élection parce que quoi? Il avait accepté, la France lui a promis que lorsqu'il va
va faire pression sur les chefs d'État ou bien il va accepter l'intervention militaire en Libye. Comme il est gabonais, en 2016, on va faire en sorte qu'il va devenir président. Voilà. C'est ça, c'est ça en fait le deal. Donc, quand en 2010, Jean Ping, il est toujours là parce que avec la chute du régime de Gbagbo et la chute du régime de Kadhafi, ça se fait en espace de 6 mois. En espace de 6 mois. Donc, parce que c'est dans la même année en fait. Donc, le deal que le Jean Ping a signé avec Sarkozy à l'époque, il y a aussi le cas de la Côte d'Ivoire qui est dedans. Parce que en tant que président de la commission, il doit aussi accepter l'intervention de la France en Côte d'Ivoire pour déstabiliser le régime de Gbagbo. Jean Ping a accepté cela. Même quand Gbagbo a demandé de recompter les voix, parce qu'il y a un tiraillement entre le président actuel et l'ancien président et Laurent Gbagbo. Mais vous savez, Jean Ping a dit, le fait de... En fait, la demande du recomptage des voix serait un tort à l'endroit du président Alassane Dramane Ouattara. Je ne sais pas par quel moyen les gens arrivent à faire sortir des inepties pareilles. Et voilà qu'aujourd'hui, la France qui retourne, qui dit encore que Ouattara n'est pas n'est pas président élu. Et lorsque la même situation s'est présentée avec Jean Ping, lorsqu'il est parti aux élections en 2016, il veut aussi recompter les voix avec le président déchu. Mais c'est en ce moment-là qu'il y a une ONG en Afrique qui s'appelle Aimons notre Afrique, ANA, qui avait dit non. Si Jean Ping à l'époque avait refusé, lorsque Laurent Gbagbo demandait le recomptage des voix en Côte d'Ivoire, pourquoi lorsque lui, Jean Ping, il se sent vraiment lésé maintenant dans l'élection en 2016 au Gabon, il veut que l'ONU accepte qu'on fasse un recomptage des voix, que ce sera vraiment 2 poids 2 mesures. Donc comme il a refusé en 2011 ou bien en 2010 en Côte d'Ivoire, pourquoi ce qu'il a refusé en 2010 doit se faire dans son pays en 2016. Voilà. Voilà, justement, merci à vous, Amen Segla, pour ces explications riches en informations. Yannick, quoi met aujourd'hui la France qui se prend comme un maître à l'endroit des pays africains? Oui, Jérôme, mais avant de commencer, j'aimerais remercier tous les panafricanistes qui sont engagés, tous les activistes, tous les faux intellectuels, comme notre cher Manu les a si bien qualifiés, qu'ils sont en train de faire un travail remarquable. Parce que si le président de la République française a pu sortir de ses gants, s'il a pu traiter les dirigeants africains de marionnettes, de pantins, d'ingrats, c'est parce qu'il est en train de perdre ses repères. C'est parce que la France est bel et bien en train de régresser sur le continent africain. Tu sais, il y a une chose que j'accorde aux dirigeants français. Ce sont de vrais patriotes. Ils aiment trop leur pays. Ils font tout pour accélérer, pour accentuer le développement de la France et améliorer les conditions de vie de la population, et quitte à marcher, à piétiner les autres nations. Et je crois que c'est un exemple que les dirigeants africains doivent suivre. Alors, parlons de piétiner les autres nations. La France, elle excelle très bien dans ce domaine, puisqu'on ne peut pas compter le nombre de pays qu'elle a déstabilisés juste pour protéger ses intérêts. Et Amel vient de faire cas de l'exemple de la Libye. Et l'exemple de la Libye est un exemple d'autant plus crucial que cela devrait permettre aux pays africains d'éviter de subir le même sort que la Libye. Le président Sarkozy, ou bien la France, a fait tout pour renverser le régime de Kadhafi sans prévoir les conséquences, sans savoir qu'elle était en train d'ouvrir la boîte de Pandore. C'est tout juste après la chute du président Kadhafi que les trafics d'armes commençaient par s'opérer en Afrique du Nord, dans la région du Sahel. C'est après cela que le terrorisme, les groupes terroristes ont commencé par s'implanter dans cette zone-là. Et, comme par le plus grand des hasards, ces terroristes sont en train de prospérer dans cette zone. Et c'est en ce moment que la France a choisi de venir poser ses bases, poser sa présence militaire afin de soi-disant lutter contre le terrorisme. C'est à croire que la France est comme un vautour qui se nourrit de chair, qui est attiré par tout ce qui est cadavre. En fait, c'est le même modus operandi qu'elle a. Elle fait semblant de créer une instabilité, de créer des tensions, et vient justifier sa présence militaire ou une intervention militaire par ces instabilités-là. Et le président de la République française l'a dit,
il a parlé de changement de logiciel. Il est temps que la France change de logiciel. Parce qu'on connaît tout ça. On connaît sa manière d'opérer. La France est bel et bien, je le répète, est bel et bien en train de régresser en Afrique. Voilà, la France est en train de régresser en Afrique et perd quand même ses repères en voyant les réalités en face sur le terrain. Monsieur Amen Segla, on dirait que ce schéma se dessine encore avec les pays de l'AES via la CEDEAO, puisque dans le temps c'était via l'Union africaine et maintenant c'est la France qui veut quand même manipuler la CEDEAO pour atteindre les pays de l'AES. Oui, vraiment, parce que, comme je viens de le dire tout à l'heure, Yannick, le mot d'emploi ou bien le modus operandi de la France ne change pas. Du moment où ça réussit quelque part, il le duplique ailleurs. Voilà. Donc, quand vous prenez le cas de l'AES aujourd'hui, la France fait le feu de tout bois pour déstabiliser les trois pays-là. Parce que d'abord, depuis l'arrivée du président Macron au pouvoir, vous allez remarquer qu'il y a un éveil de la population africaine qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire, c'est comme si le peuple africain a découvert une autre réalité qui les met dans l'ornière depuis très longtemps. Et puis, il y a ce vent de révolution qui souffle en Afrique et qui contamine tous les pays. Comme le cas de l'AES dont tu viens de parler tout à l'heure, si jamais l'AES réussisse dans sa mission avec sa sortie de la CEDEAO, vous allez voir que ça va faire tache d'huile et que d'autres pays aussi vont essayer d'emprunter le même pas. Et c'est ce que la France ne voulait pas. Parce qu'elle n'a pas intérêt à ce que tout ce que l'AES entreprend aujourd'hui réussisse. Non, ça ne peut jamais être le cas. Donc, quand vous prenez, par exemple, tout ce que la France a mis en œuvre en matière de déstabilisation lorsque le régime de Bazoum a chuté, vous allez comprendre que c'est un pays qui est aux abois. Ce dirigeant, en fait, quand on parle de la France, c'est pas on parle du peuple français, mais de la politique française. Nous le précisons toujours. On parle de la politique française. Donc, c'est un système qui est aux abois et qui fait le feu de tout bois pour revenir à la charge. Et il revient à nous, en tant qu'Africains, de mettre encore la pression sur ce colon-là, qui est Emmanuel Macron, qui essaie par toutes ses interventions de rabaisser les Africains. L'autre fois, ça a fait écho dans les presses françaises, il a qualifié tous les Africains de Mamadou. C'est-à-dire, c'est juste, il parlait d'une question sanitaire et il dit le problème de la santé en France, c'est parce que c'est rempli, parce que le système sanitaire français est rempli des Mamadou. C'est-à-dire, c'est rempli des Noirs, quoi. Des Noirs. Vous voyez comme ça? Vous voyez des choses comme ça? Donc, comment est-ce que vous pouvez apprécier, comment est-ce que, moi je ne sais pas par quel moyen les dirigeants africains continuent toujours à s'acoquiner avec un président comme ça, quoi. Je ne sais pas par quel moyen. Quelqu'un qui ne veut pas votre bien, quelqu'un qui cherche par tous les moyens à vous nuire, quelqu'un qui cherche par tous les moyens à piller votre richesse et à vous laisser dans la misère. Comment est-ce que vous entêtez toujours à aller avec cette personne-là? Moi, je ne le comprends pas. Moi, j'aimerais interpeller les dirigeants africains qu'il est temps qu'ils changent de comportement. Vraiment. Ils voient leur petit frère ou bien leur petit-fils en train de proférer des énormités en leur rencontre sans rien dire. Tout ce à quoi on est en train d'assister, c'est eux qui l'ont provoqué. Yannick, avant de revenir sur les interpellations, nous voyons que les 6 mois donnés par la CEDEAO, c'est quand même autre moyen pour permettre à la France de mettre en place ses plans contre l'AES. Oui, Jérôme, mais avant de répondre à ta question, permets-moi de rebondir un peu sur ce que Ahmed vient de dire. Justement. Par rapport au fait qu'une Libye bis est en train de se pointer à l'horizon. Vous savez, le Sahel est une zone vraiment riche. Les pays de l'AES constituent une zone dont le sous-sol est vraiment riche. Vous avez par exemple le Niger qui dispose de l'uranium et du pétrole. Le Niger est un pays qui a été longtemps pillé pendant des décennies par la France, tout juste parce qu'il y avait des présidents, il y avait des dirigeants qui étaient prêts à servir les intérêts de la France. Alors, M. Bazoum, le président Mohamed Bazoum, qui a été renversé par le général Tchani, était un de ses valets locaux. Alors, étant renversé, la France est en train de tout faire pour remettre M. Bazoum ou n'importe quel autre dirigeant capable de s'aligner sur ses intérêts. Une raison pour laquelle nous sommes en train d'assister à tous ces magouilles politico-diplomatiques. Alors, la CEDEAO,
C'est un levier sur lequel la France veut s'appuyer pour activer une possible intervention militaire. Ahmed venait de le dire avec la Libye, où la France s'est appuyée sur l'Union africaine, voilà, pour intervenir, soi-disant humanitairement. Et je crois que cette option-là, la France veut la remettre à l'ordre du jour. Voilà. Et vu que ça ne le réussit pas, elle est en train de passer par autre chemin. Elle est en train de vouloir utiliser les groupes terroristes qu'elle a toujours su bien alimenter. Mais est-ce que ça peut le réussir? Non, je ne crois pas, parce que le président Tiani, le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta, tous les trois présidents sont prêts. Quand on parle de l'AES aujourd'hui, ce n'est plus une question du Mali, ce n'est plus une question du Niger, ce n'est plus qu'une question du Burkina. C'est toute l'Afrique qui est derrière. Et il faut que la France sache que nous ne sommes plus en 1960, nous ne sommes plus en 1980, nous ne sommes plus dans les années 2010, nous sommes en 2025. Les Africains ont maintenant ouvert leurs yeux. Et revenons aux 6 mois que la CEDEAO, les 6 mois de délai. Est-ce que les pays de l'AES veulent encore un délai? C'est une décision qu'ils ont prise. C'est une décision qu'ils assument. C'est une décision mûrement réfléchie. Alors, les 6 mois que la France et que la CEDEAO, la France CEDEAO, c'est même pipe, même tabac, que la France est en train que la CEDEAO est en train de vouloir laisser aux pays de l'AES, c'est une fausse stratégie. C'est une stratégie où c'est une stratégie qu'ils sont en train de mettre en place afin de déstabiliser le Niger. Le président Tiani l'a dit dans une de ses interventions l'autre fois, qu'il y a des bases posées au niveau des frontières entre le Bénin et le Niger, le Bénin et le Nigeria, dans le but d'attaquer ce pays-là de façon concertée, concertée, afin de fragiliser le pays et remettre un autre régime susceptible, un autre régime plus enclin à servir les intérêts de la France. Donc, il faut que les pays de l'AES se tiennent prêts pour éviter ce genre de désagréments, pour qu'il n'y ait pas une Libye bis. Justement, chers consultants, nous allons entamer une partie très importante également dans cette émission. On a oublié de nous dire merci. Et de quel merci parle le président Emmanuel Macron? C'est une question très épineuse, la question que tu viens de poser là. Parce que Emmanuel Macron, l'autre fois, a encore étonné plus d'un dans ses interventions. Avant même de parler, de tenir ses propos devant les ambassadeurs à Paris l'autre fois, et vous en souvenez que c'était vers fin décembre, il était à Mayotte, et puis il a tenu un propos à l'endroit du peuple, du peuple noir qui est là-bas. Et bien même avant cela, il était à Haïti, il a parlé des choses incongrues. Finalement, c'est comme si, quand Emmanuel Macron sort, c'est pour frustrer le peuple noir, pour ne pas dire le peuple africain. Si aujourd'hui, Emmanuel Macron pense que l'Afrique doit quelque chose à la France, ben, on dirait que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Parce que si la France existait, heureusement que le Premier ministre sénégalais lui a répondu directement en lui faisant savoir que si il n'est pas au courant de l'histoire de la France, il n'a qu'à faire recours à l'archive, parce que peut-être ils ont encore des encyclopédies, il peut aller sur l'internet, chercher comment la France, l'Afrique a défendu la France lors de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que, vous voyez, l'autre fois, il a fallu la pression de l'État sénégalais pour que l'État français arrive à reconnaître les massacres qui ont eu lieu à Tirol. C'est parce que ceux qui ont quitté l'Afrique pour aller défendre la France lors de la Deuxième Guerre mondiale, même lorsque le moment est venu de présenter ceux qui ont vraiment défendu l'État français, mais les Noirs ont été cachés. On les a tous éloignés de la capitale française. Juste parce que à l'époque, De Gaulle disait que si on dit que c'est l'Afrique qui a défendu la France lors de la Deuxième Guerre mondiale, ce serait vraiment une honte pour l'État français. Yannick Kouamé, aujourd'hui, la France est en état de mendicité. Ouais, elle est en train de se ridiculiser d'ailleurs.
Et revenant à ce merci que Manu exige qu'on lui dise. C'est qui Manu? C'est le président français. Emmanuel Macron. Tu sais, il a dit dans son intervention, dans son discours qu'il est mieux placé pour lui savoir que l'ingratitude est une maladie non transmissible à l'homme. Ben, il ment. L'ingratitude, c'est une maladie transmissible. Et c'est la France qui nous a transmis cette maladie-là. Pourquoi? Parce que nos militaires africains qui sont allés défendre leur pays, la France, contre les Allemands, est-ce qu'il nous a dit merci? Jamais. Voilà. Donc, l'ingratitude dont on est en train de parler, c'est nous et qui nous a transmis cette maladie-là. Et est-ce que la France a dit merci à la Russie qui est allée combattre à côté d'elle pour défendre, qui est allée combattre à côté d'elle contre les nazis. Les Allemands, les nazis? Ouais. Non. Est-ce qu'elle a dit merci aux Américains? Non. Au contraire, après la Deuxième Guerre mondiale, je crois que les Américains ont voulu installer leur base en France. Ils ont dit yes. De Gaulle a refusé. Mais ce sont ces personnes, ce sont ces Américains qui sont venus combattre à vos côtés. Ouais. De quel merci M. Macron est en train de parler? De quel merci il est en train de parler? La France, quand même, il dit côté terrorisme. Laisse ça, Jérôme. Elle dit que depuis 2013, la France est engagée dans une lutte acharnée contre le terrorisme en Afrique. Je tiens d'abord à préciser que le terrorisme dont on est en train de parler, c'est eux, les Occidentaux, en particulier la France, qui sont en train de nourrir, d'alimenter ce réseau de terrorisme en Afrique. Ils sont là avec leurs chars, avec leurs beaux treillis, leurs belles tenues. Au lieu de tirer sur les terroristes, au lieu de s'engager dans une lutte sans merci contre ces soi-disant terroristes, ils sont là à ne rien faire. Ils voient les terroristes tirer sur nos populations. Et leur présence militaire même, c'est déjà une menace pour les Africains. Quand les Africains croisent des soldats militaires dans la rue, ils ont peur. Parce qu'ils savent qu'ils sont en danger. Ces gars, ils vont les voir subir des massacres sans rien faire, sans broncher. Mais de quel merci M. Macron est en train de parler? Ça, c'est un foutage de gueule. Vous savez, il va falloir que lorsque nous parlons de l'Union africaine, c'est maintenant l'Union africaine doit faire son boulot. C'est-à-dire aussitôt, et cette sortie d'Emmanuel Macron, il va falloir que le président de la Commission de l'Union africaine doit monter directement au créneau pour recadrer ce monsieur-là. Par rapport les propos qu'il a tenus à l'endroit de tout un peuple, de toute l'Afrique. Mais on ne les voit pas en dehors de quelques sorties, ça et là, venant du Tchad, du Sénégal et aussi de l'Algérie. Les autres dirigeants africains se sont tus. C'est comme si... Cette situation pose vraiment la question de l'indépendance effective de nos organisations africaines. L'Union africaine, la CEDEAO, ce sont des organisations qui sont vraiment dépendantes de l'extérieur, de la France. Ce sont des organisations qui sont souillées. Quand vous prenez le terrorisme aujourd'hui, parce que c'est de ça il est question, mais c'est avec l'opération de Serval, Barkhane et tout ça là, c'est ça qui a fait propager plus le terrorisme en Afrique. Parce que au lieu que la France qui veut venir en Afrique lutter contre le terrorisme, il est venu pour remettre encore ses armes à ces terroristes-là, de continuer dans leur mission, parce que ça sert son intérêt. Donc si aujourd'hui Emmanuel Macron pense que l'Afrique ou bien les présidents africains doivent remercier la France par rapport à ce qu'il a causé comme dégâts, moi, je me dis, je ne sais pas de quel merci. Et Amen, tu viens de parler du fait que le président sénégalais a recadré le président Macron par rapport à sa sortie. Je crois que le président ivoirien, le président Alassane Dramane Ouattara, notre président, il doit faire une sortie. Il doit faire un communiqué par rapport à ça parce qu'il ne peut pas laisser ce monsieur lui manquer de respect. Si ce monsieur français ne se respecte pas assez, au moins qu'il ait la décence de respecter nous les Africains. Ah oui. En fait, ce que moi j'ai apprécié de toutes ces sorties-là des présidents après la sortie de Macron, j'ai apprécié la sortie du président tchadien. Parce il a été clair. Hein. Parce que, vous savez, c'est encore une manipulation qui est là. Quand la France a remarqué que les États africains sont en train de chasser les bases françaises de leur territoire, il a dit dans son discours que en fait l'initiative ne venait pas des dirigeants africains en fait.
que c'est la France qui pensait réorganiser les choses du moment où la Russie est derrière en train de manipuler la population par rapport à la base française ou bien aux troupes françaises qui sont un peu partout sur le territoire africain. Et c'est la Russie qui est derrière. La Russie est en train de dire là où il y a le terrorisme ou bien là où il y a un coup d'État, c'est la France qui est derrière. Donc la France, ou bien les autorités françaises pensent réorganiser encore les choses, que l'initiative en fait ne venait pas des États, ne venait pas des dirigeants africains. Et regardez, à chaque fois que le président Macron se tient devant un président africain, il ne le considère pas comme un président. C'est comme un sous-préfet d'un département français. Il le prenait comme des sous-préfets. C'est ça. Maintenant, il revient à nos chefs d'État de se comporter comme un chef d'État. De se comporter comme un chef d'État. Et c'est l'occasion. Si un chef d'État comme le président tchadien vient de le faire, un autre chef d'État a fait une sortie pour recadrer ce monsieur, vous allez voir que les choses comme ça vont cesser. C'est vrai, le peuple africain, lui, est prêt à en découdre avec ce président-là. Est-ce que ceux qui nous représentent sur le plan international sont prêts à aller dans ce sens? C'est là la question. Justement, chers consultants, on va se calmer sur le plateau. Le temps de revenir. L'Afrique aujourd'hui n'a pas besoin de leçons ni de tutelle. Et la jeunesse ne doit plus se laisser faire. Yannick. Tous les activistes, les faux intellectuels, les panafricains, dont le président français est en train de parler, ce sont tous des jeunes. Tous les nouveaux dirigeants africains, souverainistes, indépendantistes, un peu comme le président Ibrahim Traoré, le président Mahamat Idriss Déby Itno, ce sont tous des jeunes. C'est une nouvelle génération de jeunes leaders qui aspirent à redonner à l'Afrique cette souveraineté, cette indépendance tant cherchée. Donc, ce qui veut dire que la jeunesse aujourd'hui, elle est consciente. La jeunesse d'aujourd'hui n'est plus la jeunesse d'il y a 20, 30 ans, où la question politique était seulement réservée aux vieux. Non. Aujourd'hui, la jeunesse s'intéresse à la politique. Aujourd'hui, la jeunesse africaine s'intéresse à l'avenir de son continent. Donc, je crois que ce travail remarquable que la jeunesse a commencé par faire, qu'elle continue dans ce sens, qu'elle continue dans cette dynamique afin que les choses changent véritablement en Afrique. Voilà, l'Afrique n'a pas besoin ni de leçons ni de tutelle, mais plutôt d'une jeunesse éveillée. Oui, aujourd'hui, la jeunesse africaine est éveillée. C'est que la France a du mal à accepter ce changement qui arrive. C'est tout. Oui, elle a tellement du mal à accepter les choses que elle cherche le bouc émissaire. Parce que tout ce qui peut arriver de bien à la France, c'est parce que la Russie est derrière pour les réveiller. C'est ça. Voilà. Selon la France. C'est leur narratif en fait. C'est-à-dire, si l'Afrique est réveillée par rapport à ce qui se passe sur le plan géopolitique ou géostratégique, c'est parce que la Russie les a réveillés. C'est ça. Et c'est les a mis au travail. Voilà, c'est comme si c'est de l'insulte à l'intelligence de l'Afrique. Comment est-ce qu'il peut qualifier les panafricanistes et des faux intellectuels? C'est comme si, en fait, la France pensait que lorsqu'elle est arrivée en Afrique, telle qu'elle nous a pillé depuis des centaines d'années, que c'est quelque chose qui serait perpétuel, et puis c'est son précaré, et elle va venir faire tout ce qu'elle veut, et quand elle veut, sans que personne ne pose les questions, et ça va continuer comme ça de génération en génération. Mais nous sommes en 2025, et c'est l'occasion, c'est vrai, il y a les services secrets français qui nous écoutent parce qu'ils coupent tout ce ils coupent tout ce qu'il y a coupé dans nos émissions pour faire des rapports à leurs autorités. C'est le moment encore de les rappeler que là où la France a exercé son hégémonie sur les pays africains, là, c'est fini. Voilà. Il a parlé du changement de logiciel. Les Africains aussi ont changé leur logiciel par rapport au rapport que les États tissaient avec la France. Ça là, c'est fini. La voix de l'Afrique aujourd'hui qui est tellement haute pour défendre sa souveraineté, sa liberté. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Je sens que les consultants ont beaucoup à dire, mais le temps nous fait quand même défaut. On se donne rendez-vous pour nos prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien.